Chapitre 4. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. C'est le printemps. Ce soir-là, au dîner, nos amis mangent une soupe en cochon sauvage. Pencroff dévore sa pâte avec appétit. Brusquement, il crie: Ma dent, elle est cassée. Il y avait Pierre dans le cochon, dit Gédéon ironique. Peut-être, répondit Pencroff, et il sort de sa bouche une bulle minuscule de plume. D'où vient-il? D'une arme à feu, utilisée par un homme, c'est évident. Il faut faire une nouvelle expédition et trouver cet homme. Où ces hommes? Dit Cyrus. Nous connaissons une partie de l'intérieur de l'île, dit Gédéon. Explorons la côte. D'accord, dit Cyrus. Monsieur Cyrus, dit Pencroff, je peux construire un canot pour longer la côte et voir plus de choses. Excellente idée, s'exclament ses amis. Dans 5 jours, il est prêt, dit le marin avec enthousiasme. 29 octobre, les hommes montent dans l'embarcation et suivent le littoral. Après 1 heure de navigation, Harbert s'écrie: Regardez, sur le sable! Les hommes s'approchent du bord et sautent à terre. Là, ils trouvent une grande caisse. Ils l'examinent perplexes. Elle est en bon état, elle n'est pas humide. Elle ne vient donc pas de la mer. Ils la prennent et rentrent chez eux. Nab ouvre la caisse et sort les objets qu'elle contient. Et quels objets? Des outils, des armes, des instruments de navigation, lunettes, sextants, des vêtements, des livres. Incroyable! D'où vient cette caisse? Se demande Cyrus. Il se passe ici des choses réellement inexplicables. Le matin suivant, les hommes retournent au même endroit et examinent tout, en vain. Comment cette caisse est arrivée ici? Il y a des hommes sur cette île, c'est évident. Ils rentrent à Granite House et décident cette fois de s'aventurer à pied dans la partie de l'île qu'ils ne connaissent pas. Ils espèrent trouver la trace d'habitants. Les hommes partent tôt de Granite House et marchent de cercle et de cercle, mais la première journée n'apporte pas de découvertes intéressantes. Les jours suivants, ils se mettent en route à 6 heures du matin, mais comme les jours précédents, pas de traces d'hommes. Dans l'après-midi, ils montent au sommet d'une colline qui se trouve à 50 pieds au-dessus du niveau de la mer. Après un petit moment de repos, ils observent attentivement le paysage. J'ai l'impression que nous sommes seuls sur cette île, dit Gédéon. En effet, dit Cyrus, mais la caisse est là. D'où vient-elle? Tout cela est bien mystérieux. Eh bien, rentrons à Granite House. Nos amis s'installent la basse-cour et le potager à un endroit un peu éloigné de la maison. La première est bientôt occupée par différentes espèces d'oiseaux, et dans le deuxième, Harbert plante toutes sortes de graines. Il décide aussi de construire une petite cabane près de la basse-cour, et parfois ils vont passer la journée là-bas. Dimanche, le 1er avril 1866. Nos amis vivent sur l'île Lincoln depuis 1 an. Ce soir-là, ils se reposent et partent de l'île. Mon cher Cyrus, dit Gédéon, nous avons un sextant et un atlas. Voyons la position que l'île occupe dans le Pacifique. L'ingénieur prend les sextants et commence ses observations. Brusquement, il s'exclame: Mais il existe une autre île dans cette partie du Pacifique, l'île Tabor. Elle se trouve à 150 milles au nord-est. Construisons une embarcation plus solide que les canots pour la visiter, dit Gédéon. Excellente idée, dit Pencroff. Demain, nous commençons. Juin 1866. Le froid arrive. Il faut arrêter la construction du bateau. Ce soir-là, après le dîner, les hommes s'installent près du feu pour parler. Todd, qui est à côté du puits, aboie. Pourquoi ces chiens aboient aussi quand il est à côté du puits? Demandait Pencroff une fois de plus. Ce puits est en communication directe avec la mer, dit Gédéon. Je pense qu'un animal marin s'approche de temps en temps et que Todd nous signale sa présence.
Un matin, les hommes décidaient d'aller chasser. Cyrus préférait rester à Granite House. En réalité, il veut explorer les puits. L'attitude de Coventry depuis longtemps. À l'aide d'échelle, il descendait dans les puits. Il arrivait au niveau de l'eau, tout parfait tranquille. Il observe longtemps les murs, les surfaces de l'eau. Il réfléchit. Gédéon a raison, se dit-il. Ce sont des animaux marins qui mettent Top dans cet état. Mais sur quel point du littoral arrive l'eau du puits? Et à quelle profondeur dans la mer? Le printemps est de nouveau là. Les hommes peuvent terminer l'embarcation. 10 octobre. Ce matin-là, tout le monde monte à bord du Bonaventure. C'est le nom du bateau. Il fait beau. Le bateau se dirige vers la haute mer. Une bouteille à la mer, crie subitement Harbert. Il l'attrape et la donne à Cyrus. L'ingénieur sort le papier qui est à l'intérieur et lit. Naufragé d'abord. 153 degrés au longueur. 37 degrés, 11 latitude sud. Ce naufragé est marrant car il donne la longitude et la latitude, observe-t-il aussitôt. Le soir, au dîner, Pencroff propose de visiter l'île. D'abord avec Harbert. Il espère rencontrer cet homme. Gédéon décide de partir avec eux. Chapitre 5. Le naufragé. 12 octobre. Le Bonaventure est un bon bateau. Ce jour-là, il arrive à l'île Tabor à midi. Les 3 hommes déjeunent à bord, puis ils descendent à terre. Ils montent au sommet d'une petite colline et observent le paysage. Ils constatent que l'île est petite. Ils examinent attentivement ses différentes parties, mais ne voient pas de traces de la présence d'un homme. Ils décident de revenir au bateau. Cette fois, ils prennent un autre chemin et longent une forêt. « Regardez !» crie soudain Harbert. « Il y a une cabane là-bas, entre les arbres. » Les 3 hommes se dirigent aussitôt vers elle. Ils ouvrent la porte. Elle est vide. Ils décident de passer la nuit à l'intérieur. Les jours suivants, ils examinent la pièce. Cette cabane est faite avec des planches de bateau, dit Pencroff. Travail d'un naufragé, sans doute, mais elle est dans son état lamentable. L'homme est mort, c'est sûr. Demain, nous pouvons retourner à l'île Lincoln. Ici, il y a des plantes qu'il n'y a pas chez nous, dit Harbert. Je vais prendre des rames pour les protéger. Très bien, dit Gédéon, et nous allons chasser. Pencroff et Gédéon sont dans la forêt quand, soudain, il entend des cris. « Harbert, vite !» crie le reporter. Il court retrouver le jeune garçon. Aurore. Il est attaqué par une créature effrayante, une sorte de singe qui paraît extrêmement violente. Les 2 hommes se précipitent sur le monstre. Après un rude combat, ils le neutralisent et libèrent Harbert. Il s'attache solidement l'agresseur puis l'observe. Stupéfait, il découvre que le monstre est un homme. Mais quel homme? Il est quasiment nu. Ses cheveux et sa barbe sont très longs et sales. Gédéon lui parle, mais l'homme ne paraît pas comprendre. Il la monte à bord du Bonaventure. Là, l'homme se tranquillise. Mon Dieu, dit Harbert, quel personnage! Vous croyez que c'est le naufragé? Peut-être, dit Gédéon, mais le pauvre ne paraît pas humain. Peut-être à cause des nombreuses années passées ici, avec, comme seule compagnie, des animaux sauvages. 14 octobre. Harbert et Gédéon retournent sur l'île chercher les graines et 2 porcs, puis le Bonaventure prend tranquillement le chemin du retour. 15 octobre. Le vent est très fort et la mer abominable. La Bonaventure avance lentement et avec difficulté. Cette situation continuait les jours suivants. Pencroff est très préoccupé. Il est sûr de suivre une mauvaise route. Il dit à ses amis, « Nous sommes perdus. L'île Lincoln n'est pas loin, je le sais. Mais comment se rendre avec ces conditions atmosphériques? » La nuit vient. Il est obscur et froid. Les 3 amis observent la mer. Enfin, à 2 heures du matin. « Un feu! Un feu !» s'écrie Pencroff.
Lily Lincoln est là, devant eux, grâce à un feu allumé par Cyrus et Nab. Le naufragé est installé dans une chambre de Granite House. Sirius vient le voir souvent. Il lui parle, mais l'homme ne répond pas. L'ingénieur lui coupe les cheveux et la barbe et lui donne des vêtements. L'inconnu a enfin un aspect humain. Depuis son arrivée à Granite House, il est tranquille, mais il a l'air triste. Il mange le repas que Cyrus apporte et reste tout le temps dans sa chambre. Un jour, Cyrus et Pencroff l'amènent faire une promenade sur la plage. L'homme marche jusqu'à la mer, il la regarde longuement et soupire. À quoi pense-t-il, se demande Cyrus. Novembre 1866. L'inconnu mange maintenant avec ses nouveaux compagnons. Un soir, à la grande surprise de tous, il regarde Cyrus et dit en bon anglais : « Qui êtes-vous ? » ?»« Des naufragés, comme vous, » répond l'ingénieur. « Quel mois ? Quelle année ? » demande alors l'homme d'un ton brusque. « Novembre 1866, » répond Harbert. 12 ans, 12 ans, répète-t-il avec une immense tristesse. Puis, il va dans sa chambre. 12 ans sur l'île Tabor, dit Gédéon, le pauvre homme. À mon avis, cet homme n'est pas un naufragé, dit Pencroff. Son attitude me paraît bien étrange. L'inconnu ne veut pas dire son nom, mais il accepte d'aider les hommes. Il s'occupe très bien du potager. Parfois, il va se promener seul, mais il revient toujours à Granite House. Pencroff et Nab travaillent à la basse-cour, quand ils entendent Harbert crier, au loin. Ils courent les retrouvent. Là, horrifiés, ils voient le jeune garçon face à un énorme jaguar. L'inconnu apparaît alors, un couteau à la main. Il se précipite sur le féroce animal. Le combat ne dure pas. L'homme est d'une force prodigieuse. Il plante bientôt son arme dans le cœur du jaguar, qui tombe mort à ses pieds. L'homme se dirige alors vers la cabane, mais Harbert le retient et l'amène à Granite House. Là, le jeune garçon raconte l'incident à Cyrus. « Merci, un grand merci, dit Cyrus à l'inconnu. Donnez-moi votre main. »« Non, répond l'homme. Vous êtes des personnes honnêtes. Et moi, il ne finit pas sa phrase et part. Fin décembre. L'inconnu demandait à Cyrus la permission d'habiter la cabane de la basse-cour. Cyrus acceptait. Au moment de quitter Granite House pour s'installer chez lui, l'inconnu dit aux 5 hommes : « Je veux enfin vous dire qui je suis. Je m'appelle Ayrton et je suis un misérable. Des hommes sont morts à cause de moi. Pourquoi je vis depuis 12 ans en solitaire sur l'île Tabor? Voilà ma triste histoire. » Nous sommes en 1854. Je porte le nom de Benjoas et je suis le chef de terribles pirates. J'attaque les navires, je vole, je tue si c'est nécessaire. Je suis connu dans toutes les mers. Un jour, je vois un magnifique bateau, le Duncan. Je le veux pour moi. Alors, comme ce capitaine cherchait un marin, je me présente. C'est mon prénom. Le capitaine me prend à son service. Je fais tout pour être apprécié car j'ai un plan. Changer la route du bateau et le conduire à un endroit précis. Là, mes hommes attendent pour attaquer. Mais le capitaine découvre qui je suis. Il ne me tue pas, non. Il me conduit à l'île Tabor. Et là, avant de partir, il me dit: Pense à tes crimes, Ayrton. Ici, seul avec toi-même, tu vas souffrir et te repentir. Je ne t'oublie pas. Et depuis 12 ans, monsieur, je souffre et je me réponds. Ayrton dit, Zéro après un moment de silence, merci de cette sincérité. Cette histoire est vraiment terrible. Mais écoutez-moi, grâce à vous, Harbert est vivant et ça, nous ne l'oublions pas. Nous avons confiance en vous, restez dans cette maison. Merci, monsieur.
mais je préfère vivre seul dans la cabane. Mon ami, je ne comprends pas. Vous voulez vivre seul, dites-vous? Dans ce cas, pourquoi ces bouteilles à la mer? De quoi parlez-vous, monsieur? De la bouteille, du document qui parle de votre situation et de votre condition de naufragé. Cyrus va chercher le document. L'homme l'examine et dit: je vois ce papier pour la première fois. J'ignore d'où il vient. Chapitre 6. Le secret de l'île. Mars 1867. Nos amis sont sur l'île Lincoln depuis 12 ans. Est-ce qu'un jour ils vont revoir l'Amérique? 25 avril. Ce soir-là, ils sont réunis dans la grande salle et parlent de choses et d'autres. Cyrus ne participe pas à la conversation. Vous êtes silencieux, Cyrus, dit Gédéon. Un problème? Non. Des questions que je me pose, mais sans réponse. Pouvons-nous vous aider? Oui, sans doute. Voilà. Il se passe ici des choses étranges, un peu surnaturelles. Mon arrivée dans la côte de Dune, le combat avec la montagne, enfin, vous les connaissez toutes, except un incident. Quoi? Demandait Pencroff. Le feu allumé sur la plage. À votre retour de l'île d'abord. Je n'ai pas préparé ce feu, ni Nab, dit Cyrus. Oh! S'écrient ses compagnons. Tout se fait par raison miraculeux, mais je ne crois pas au miracle. Alors, pour moi, il y a une seule explication possible. Quelqu'un ne savait, une personne qui habite l'île. Mais c'est impossible, dit Harbert. Nous sommes les seuls habitants de l'île, avec Ayrton. Il y a un autre habitant, Harbert, et cette personne est Vent. Janvier 1868. Un matin, Harbert se lève fatigué. Il ne se sent pas bien. Le matin suivant, il y a beaucoup de fièvre, 40 degrés. Son état est inquiétant. Et sur l'île, il n'y a pas de médicaments. Durant la nuit du 8 au 9 janvier, l'état d'Harbert est alarmant. Ses amis ont peur pour sa vie. Les heures passent. Harbert va très mal. Ses amis sont démoralisés. Ils apportent régulièrement de l'eau à jeune garçon. Subitement, Top aboie comme à son habitude. Silence, dit Cyrus, le chien se tranquillise. À 5 heures du matin, Pencroff va de nouveau dans le grand jet chercher de l'eau pour Harbert. Il pousse alors un cri. Sur la table, il y a une petite boîte avec une étiquette sulfure de quinine. C'est le seul médicament qui peut aider Harbert à se rétablir. Pencroff que donner le remède au jeune garçon. Un cadeau de notre bienfaiteur, dit Cyrus. Il est là, près de nous. Le jour suivant, Harbert a moins de fièvre. Cyrus est obsédé par ses bienfaiteurs. Qui est? Où est-il? Que veut-il? Il décide de le chercher. Les 5 hommes explorent à nouveau l'île. Ils commencent par la forêt, mais sans résultat. Ils s'aventurent ensuite dans des tunnels obscurs qui sont près du volcan. En vain. Où est cet homme? Un matin, Gédéon et Cyrus retournent dans le tunnel, mais cette fois, ils pénètrent l'intérieur du mont Franklin. Soudain, au fond d'une cavité qui se prolonge à l'intérieur de la montagne, ils s'entendent des grondements. Qu'est-ce que c'est de mal reporter? Le volcan est en activité, répond Cyrus, d'un air préoccupé. Ce soir-là, ils se réunissent tous dans la grande salle. Mes amis, dit Cyrus, nous avons un grave problème. Le volcan se réveille. Arrêtons les recherches. L'important maintenant est de trouver la manière de partir d'ici. Comment? Demande Harbert. Je propose d'apporter rapidement des améliorations aux Bonaventure pour une longue traversée. Pendant une semaine, les hommes travaillent sur le bateau, mais c'est un travail long et difficile. Tous les jours, Cyrus observe le volcan. Tout paraît tranquille. 3 février. Ce matin-là, Cyrus voit de la fumée au-dessus du monde. Franklin, le volcan se réveille et le bateau n'est pas prêt. L'après-midi, Ayrton
apporte à Cyrus un papier trouvé dans la cabane. Venez tous à 21 heures à la cabane. Lit Cyrus à haute voix. Puis il dit, les yeux brillants, le mystère va se dévoiler. À l'heure dit, Cyrus ouvre la porte de la cabane. Personne sur le tableau, un message. Suivez le fil. En effet, il y a un fil par terre. Ils le suivent. Le fil les conduit à la plage. Là, il y a un canot. Les 6 hommes montent à bord et continuent à suivre le fil qui est fixé à des rochers. Un quart d'heure plus tard, ils arrivent à l'entrée d'une grotte. Au fond brille une forte lumière. Ils entrent dans la caverne avec le bateau et arrivent dans un grand lac. Au centre, un étrange appareil en acier flotte à la surface des eaux. C'est un sous-marin. C'est lui, s'écrie alors Cyrus. Puis, il murmure un nom que seul Gédéon entend. Le reporter est stupéfait. Les hommes s'approchent du sous-marin et pénètrent à l'intérieur. Ils entrent dans une salle magnifique, emplie de merveilles des fonds sous-marins. Au fond de la pièce, un homme est couché sur un canapé. « Capitaine Nemo, dites Cyrus, vous voulez nous voir? Nous voici. » L'homme se lève, il a l'air malade, mais il est beau et impressionnant. « Vous me connaissez, monsieur? » dit-il. « Oui, » répond Cyrus. « Et je sais que nous sommes dans le Nautilus. Je sais tout cela grâce au livre. 20 000 lieues sous les mers, écrit par un professeur français. » Qui me décrit comme un monstre, j'imagine. Monsieur, je ne suis pas ici pour vous jurer, mais pour vous dire merci pour votre aide. La grotte de Dieu, la mort du lamentant, la caisse, le faux, la quinine. C'est vous, je le sais. Oui, répondez-moi. Pourquoi? Demande Cyrus. Parce que j'ai eu pour faire depuis le premier jour et je sais que vous êtes honnête, énergique et unis les uns avec les autres. Vous entrez chez nous par l'appui, monsieur, c'est ainsi? En effet, mais ne me remerciez pas, monsieur Smith. Grâce à vous, je me suis réconcilié avec l'humanité et je suis enfin presque heureux. Je vais mourir demain, et avant de disparaître avec le Nautilus, je vais vous faire un présent. Prenez ce coffre, il contient des diamants et des perles marines. Merci, monsieur, dit Cyrus. Maintenant, monsieur Cyrus, je vais vous parler, à vous seul. Le matin suivant, Cyrus réunit ses amis et Ayrton à Granite House. L'eau regarde, le volcan peut exploser d'un moment à l'autre. Ce sont les paroles du capitaine Nemo. Elles confirment l'impression. Installons un campement sur les rochers, près du bateau et finissons le travail. Pencroff, pouvons-nous partir dans 4 ou 5 jours? Je l'espère, monsieur. Avant de partir, Cyrus donne à chaque homme un sac avec les perles et les diamants du capitaine Nemo. Le volcan explose littéralement. Cyrus et ses compagnons se projetaient dans la mer. Comme ils reviennent à la surface, stupéfaits, ils constatent que la Bonaventure est détruite et que le Lincoln est réduit en un petit monticule de rochers. Ils montent sur les rochers et attendent la mort. La journée passe. Les hommes sont fatigués et désespérés. Le matin suivant, incroyable, ils voient un bateau à l'horizon. Le Duncan, s'écrièrent-ils terrorisés. Le bateau approche. Il arrive près des rochers. Des marins aident nos amis à monter à bord. Peu après, le capitaine du Duncan se présente. Monsieur, dit Cyrus, merci, mais j'ai une question à vous poser. Que faites-vous ici? Je viens chercher Joyce, répond le capitaine. Capitaine, dit Cyrus, cet homme n'est pas Joyce, mais Ayrton, un homme bon et honnête. Le capitaine du Duncan sourit et saluait Ayrton. Mais capitaine, vous connaissez l'île Lincoln? Demande Gédéon. Oui, grâce à ce message trouvé chez Ayrton, lisez. Le document donnait la situation de l'île Lincoln et ajoute résidence actuelle d'Ayrton et de 100 Américains. Nemo, dit Cyrus, notre éternel bienfaiteur. 15 jours plus tard,
les 6 hommes arrivent en Amérique. Le pays est enfin en paix. Grâce au contenu du coffret de Nemo, ils s'achètent une grande propriété à la campagne, avec une colline, une rivière et un lac. Ils donnent un nom aux divers éléments du paysage, un nom pour se rappeler l'île Lincoln. Ils jurent de rester toujours ensemble, unis et solidaires.